le Dalmatia glisse avec délicatesse à la surface de l'eau. À son bord, nous allons parcourir plus de 5000 km, des fjords du sud de la Norvège jusqu'aux confins du Grand Nord, au Spitsberg, à la rencontre d'une nature encore intacte, et vivre durant 2 semaines une aventure exceptionnelle sous le soleil de minuit. Bergen, deuxième ville norvégienne, véritable porte d'entrée au pays des fjords. Longeant les quais de cet ancien port viking, nous pénétrons au cœur même de la ville historique. Bien qu'entourée de montagnes, c'est la mer qui va marquer l'histoire de la ville. Créée en 1070 par le roi Olaf le Pacifique, Bergen fut successivement la résidence des rois, le siège des puissantes ligues hanséatiques venues d'Allemagne, puis avec l'arrivée de nouveaux commerçants, une plaque tournante du commerce maritime dont la prospérité se poursuivit jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, rescapés des nombreux incendies qui ravagèrent la ville au cours des siècles passés, des maisons alignent le long des ruelles en pente leurs façades de bois peint. Soigneusement entretenues, elles témoignent de l'attachement des habitants à leur histoire et contribuent à faire de Bergen la capitale culturelle et donc touristique de la Norvège. Si l'âme de Bergen et sa personnalité sont la marque du passé, son énergie et sa bonne humeur sont bien le signe du présent. Il suffit pour s'en convaincre de flâner le matin près du port, au marché aux poissons. Mais détrompez-vous, le sourire des jolies vendeuses ne s'adresse pas qu'aux seuls touristes. Ce marché est avant tout celui des Bergenois. Longeant le port, nous arrivons au quartier historique de Bryggen. Bergen a été la capitale de la Norvège jusqu'en 1299. De l'autre côté du port, il y avait des Hollandais, des Écossais qui étaient installés. De ce côté-ci du port, c'était des Norvégiens. Et puis est venue s'installer la Ligue hanséatique ici à Bergen. Hanséatique veut dire association commerciale. Ils entretenaient les comptoirs partout sur la mer du Nord, la mer Baltique. Et ils ont fini par avoir monopole sur tout le marché entre 1350 et 1550. On dépendait davantage du blé allemand que les Allemands dépendaient de notre poisson. Il n'y avait ni chauffage ni cuisine le long des quais. On craignait trop les incendies. Alors chaque fois que ça brûlait, on jetait les débris et les déchets à l'eau et c'est comme ça qu'on a gagné du terrain de 140 mètres. Et le dernier incendie qui a eu lieu sur les lieux, c'était en 1955. Un quart du quai a brûlé, ce qui a été tragique, mais par ailleurs, ça nous a permis de faire des fouilles intéressantes sur le Moyen-Âge. C'est une danse qu'on appelle Sandsværsril. C'est une danse de figure. On danse aussi beaucoup en Écosse et c'est une danse qu'on a dansé beaucoup en Europe. Vous connaissez bien sûr Trollhaugen, la maison de Grieg et tous ces costumes viennent de Fana. La nature de Trollhaugen. C'est ici, au bord du lac, qu'Edvard Grieg, le célèbre compositeur de Peer Gynt, aimait se reposer avec Nina, son épouse. Grieg, il vivait donc dans cette maison et il est venu beaucoup de chants parce qu'il était déjà très très populaire. Et sa femme était danoise et les Danoises sont très connues d'être
très ouverte. Et à chaque fois qu'il est venu des gens, elle les a invités chez elle pour prendre du café, des gâteaux. Et Grieg n'a jamais eu de calme pour travailler. Donc ça lui a énervé beaucoup. Et un jour, il a fait construire ce chalet pour pouvoir travailler tranquillement. La musique de Grieg, c'est vraiment la nature norvégienne parce qu'on entend des montagnes, des lacs, des petits vallées, tout. Et quand on entend par exemple le matin, là on entend vraiment venir le matin quand on se réveille. Et je crois que c'est comme ça pour tout le Norvégien. Dans la rayonnante et chaude lumière d'un soleil qui n'en finit pas d'incendier l'horizon, nous quittons Bergen. Commence alors la remontée de la Norvège, le chemin du Nord, comme l'appelaient les Vikings. Entourés de sommets enneigés, nous pénétrons au cœur même du pays des fjords. Le Dalmatia remonte lentement l'ancienne vallée glaciaire envahie par la mer. Le passage entre les parois vertigineuses des falaises se fait plus étroit, préservant l'entrée du majestueux Geirangerfjord. Nous effleurons les 7 sœurs, ces cascades qui drapent la paroi verticale de leur voile de mariée. Et nous pénétrons au plus profond de la montagne. Quand nous jetons l'ancre devant le petit village de Geiranger, 110 km nous séparent de la mer. Cette partie du fjord, le Geirangerfjord, est longue de 20 km. Et la profondeur? Sa profondeur varie entre 230 et 265 mètres et peut atteindre 300 mètres à certains endroits. Il est le résultat du recul des glaciers il y a 10 ou 20 000 ans. Curiosité. Des toits recouverts d'une épaisse couche de terre hérissée de touffes d'herbe. C'est ainsi que l'on protégeait autrefois les maisons de la neige et du froid. La chaleur de cette belle journée d'été ne doit pas faire oublier que l'hiver est rude à l'intérieur du fjord. Nous regagnons le bord. Et tandis qu'au loin s'éloigne Geiranger, la croisière s'amuse.
Autrefois, on voyait des trolls et d'autres créatures dans la forêt quand le temps était brumeux, comme aujourd'hui. Les trolls adorent ce type de climat. Troll, c'est le nom général donné à ces créatures. En fait, il en existe de toutes les tailles. Des grands, des petits, ils peuvent même être énormes ou au contraire très maigres. Les trolls ne peuvent pas rester au soleil, car si un seul de ces rayons les atteint, ils sont pétrifiés. Trolls, elfes ou génies, petits êtres mystérieux qui hantent les contes et légendes du pays, dieux de la mythologie scandinave, tels les puissants Thor ou Odin, tous les héros qui peuplent l'imaginaire scandinave puisent leur force au cœur même de la nature et des éléments. La forêt, la nuit, le tonnerre, le soleil ou l'eau, comme cette sublime chute qui, du haut de ses 180 mètres, domine la route des trolls. Et juste derrière moi, dans la cascade de Stigfossen, on peut voir le troll de pierre. À la fin du Xe siècle, les chefs politiques norvégiens se convertissent au christianisme. Mais longtemps encore, on trouva le marteau de Thor, le dieu de la guerre, sur la croix du Christ. Apparurent alors des centaines de stavkirker, ou églises en bois debout. Il n'en subsiste plus qu'une trentaine dans tout le pays. Ces églises, dont l'élément clé est le stave, c'est-à-dire le poteau, constituent le type de construction en bois le plus élaboré de toute l'Europe. Nous sommes dans l'église en bois debout de Røvden. Et là, nous avons un bateau. Il est accroché ainsi pour signifier que cette partie de l'église s'appelle la nef. Les plus riches s'asseyaient devant, les pauvres derrière, et les plus pauvres encore là-haut dans la galerie. Et au moment de voguer vers Dieu, les riches étaient les premiers. Plus rien, ou presque, ne sépare désormais les nuits ensoleillées des aurores bleutées. Au 3e jour de navigation, nous approchons du cercle polaire. Où l'on trouve à gauche la balise et tout près de nous, sur la droite, la sphère qui symbolise le passage de la ligne imaginaire du cercle polaire arctique. Nous sommes actuellement à 66 degrés, 31 minutes, 92 secondes de latitude nord.
Nous sommes en train de franchir le cercle polaire et je vous remets donc ce certificat en souvenir de cette croisière. Aussitôt franchi le cercle polaire, le Dalmatia se dirige vers le glacier de Svartisen. Le Svartisen, ce qui signifie glace noire, tire son nom de la couleur sombre des roches glaciaires qui contrastent avec la blancheur de la neige. Nous sommes juste à l'extrémité de Engenbreen, qui est un bras du glacier de Svartisen. C'est le second plus grand glacier de Norvège. Il avance de 200 à 300 mètres par an. Mais en ce moment, il n'avance pas. Il ne recule pas. Il est stable. On y va ? On y va. Sous le regard étonné d'un spectateur, nous nous équipons pour une marche sur le glacier. Le glacier bouge. Il est vivant. Et dans la partie proche du lit rocheux se forment des poches, des crevasses et des cavités où s'égoutte l'eau de fonte. Encordés à notre guide, nous pénétrons cet univers bleu cristal, émerveillés. Si je regarde autour de moi, je vois la mer. Il y a 100 ans, le glacier arrivait jusqu'à la mer. Les habitants alentours vivaient de la glace qu'ils vendaient aux pêcheurs des îles Lofoten qui l'utilisaient pour conserver le poisson. On aperçoit aussi un lac formé par les glaces. Sa profondeur est de 90 mètres. Troisième jour de navigation depuis Bergen. Cette nuit, le Dalmatia fait route vers les îles Lofoten, 67 degrés de latitude nord. Le temps suspend son vol. Jour, nuit, ces notions n'existent plus. Elles se confondent. Seul demeure le spectacle de la lumière, jouant avec la mer. Alors, fascinés par tant de clarté, comme des héliotropes, nous dirigeons nos regards vers le soleil de minuit.
2 heures du matin. Une partie de pêche à la morue s'engage. Voilà. Si c'est parfait là. 30 kilos. Les montagnes de Lofoten commencent à bleuir. Je ne sais pas ce qui est le plus merveilleux. De les voir au loin comme une muraille compacte bleu sombre, hérissée de 1000 tours, ou bien de s'en approcher et voir la muraille s'ouvrir, chaque cime devenant une montagne distincte. Ces lignes, Bjørnson, célèbre romancier norvégien, les écrivit en 1869. Depuis cette époque, les bateaux ont changé, mais la vision du mur des Lofoten, créé selon la légende par le dieu Thor, à l'aide de son marteau, provoque toujours la même émotion. L'histoire et la vie des Lofoten n'existent qu'au travers de la pêche à la morue. Rien ne laisse supposer que le petit port de Nøsfjord, si paisible en ces mois d'été, devient en hiver une véritable ruche où s'activent des centaines de bateaux. Et pourtant... Les pêcheurs viennent avec leurs bateaux, ils louent un rorber, une sorte de petite cabine de pêcheurs, et tôt le matin partent à la pêche. De retour en début d'après-midi, ils préparent leurs poissons jusqu'en début de soirée. L'acheteur le sale ou le nettoie seulement et le pend pour le sécher. Cette activité dure environ 3 mois, de janvier à avril. À l'époque viking, on utilisait déjà la morue séchée comme nourriture ou pour faire du commerce. Pour illustrer cette tradition millénaire, un musée lui est consacré. La morue séchée fait partie de notre culture au Lofoten. Nous vivons de la production de morue séchée. L'homme le plus important dans tout le système de production est celui qui trie. Il sélectionne chaque poisson et comment procède-t-il? Comme ceci. D'abord, il tranche une partie du poisson pour mieux voir la blancheur de la chair et pour en déterminer la qualité d'après l'odeur. Ensuite, il sépare les poissons en 16 qualités différentes. Voici une vieille presse qui a été utilisée jusqu'en 1950. 2 personnes travaillaient dessus. Ils pressaient des ballots de 45 à 50 kilos. C'était un travail très dur, 8 à 9 heures par jour. Il arrivait qu'entre 2 ouvriers, l'un soit plus rapide que l'autre. Vous voyez, si vous appuyez d'un côté, l'autre se lève. C'était toujours la compétition entre les jeunes et les anciens. Et le plus âgé voulait montrer qu'il était plus malin. Ça crée une émulation et le pressage allait très vite. Un dernier regard sur ce magnifique paysage de montagne. Et nous reprenons notre voyage en direction du nord et d'Hammerfest.
70 degrés 39 minutes de latitude nord. Hammerfest. Signe distinctif, la ville la plus au nord du monde, depuis qu'elle a reçu sa charte municipale en 1789. 7000 habitants et des troupeaux de rennes qui se promènent au milieu de la ville en toute tranquillité. Des lapons sédentarisés, autrefois nomades et majoritaires dans la région, reconvertis dans la vente de produits artisanaux. Et un ours polaire, à qui l'on consacre un club. Un symbole pour la ville ? Je pense que l'on peut dire que l'ours polaire est un des symboles de la région arctique. Et c'est la raison pour laquelle il est associé à la ville d'Hammerfest. Cela date de l'époque où la ville était le point de départ le plus important de toute la région pour les expéditions polaires. Témoin de la dimension scientifique de la ville, une borne commémore des travaux entrepris au XIXe siècle pour déterminer la taille et la forme de la Terre. Votre attention, s'il vous plaît, nous informons les passagers que dans quelques instants, au Grand Salon, le film documentaire Le Seigneur de l'Arctique sera présenté par Thierry Fischer. Merci. En 1970, les ours blancs étaient inscrits sur la liste rouge des espèces au bord de l'extinction. Cette escale à Onisvag est l'occasion d'atteindre le point le plus septentrional de l'Europe continentale, le Cap Nord. Mais sur cette route qui conduit au bout de la Terre, au bord de l'océan, cet océan glacial arctique qui mène au Spitzberg, à la banquise et au pôle, nous avons rencontré des lapons heureux. Bonjour, bienvenue. Nous arrivons ici à la fin d'avril, début mai avec le troupeau. Nous sommes partis de Crasford qui est à 300 km de la côte. Nous avons marché pendant 10 jours pour arriver à la côte. Une fois sur place, on nous donne une petite embarcation militaire
qui nous conduit à Magaroy. Et après, pendant quelques semaines, commence une période de repos. Pendant cette période, on dort quand on a sommeil et on mange quand on a faim. Que représente pour vous le soleil de minuit? Tu sais, pour nous, c'est très important, parce que nous avons passé un hiver très dur. Et c'est magnifique de venir passer l'été ici, à Magelec, avec le soleil de minuit. Tusen Dank. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est en 1553 qu'un explorateur anglais du nom de Richard Chancellor, alors qu'il dérivait le long de la côte norvégienne à la recherche d'un passage nord-est pour les Indes, baptisa le Cap Nord. On vient aujourd'hui du bout du monde pour admirer depuis cette falaise qui domine l'océan glacial arctique le soleil de minuit, qui brille sans discontinuer du 14 mai au 30 juillet. Laissant loin derrière lui les côtes norvégiennes, le Dalmatia se dirige vers le Spitzberg. C'est en 1194 que les Vikings, parlant d'une terre à 4 jours de voile de l'Islande, découvrent l'archipel du Svalbard, c'est-à-dire la terre froide. Longtemps objet de convoitise, un traité international attribue officiellement l'archipel à la Norvège en 1920. Mais les pays signataires peuvent en exploiter les richesses minières. Ainsi, Longyearbyen, le village de 1000 habitants où nous arrivons, doit son nom à l'américain Longyear, qui, dès le début du siècle, y exploita des mines de charbon. Mais l'histoire économique du Spitzberg commence bien avant. En 1607, l'explorateur Henry Hudson parle des baleines comme des carpes dans un vivier. Commence alors une période de chasse intensive. C'est vrai quand vous dites que nous avons eu une période au XVIIe siècle où l'on pratiquait la chasse à la baleine. Ensuite, sur la terre ferme, nous avons chassé les animaux à fourrure, et puis, au début du siècle, ce sont les mines de charbon qui ont assuré notre existence. À Longyearbyen, on monte à la mine. Ici, en effet, les gisements sont en altitude. Environ 250 personnes travaillent encore dans les mines de charbon exploitées par les Norvégiens et les Russes. À 1300 km du pôle, notamment pendant la nuit arctique, les distractions sont rares. Alors on se rend à l'église boire un verre. Nous sommes dans une chapelle, une église, l'église la plus au nord du monde. C'est le genre d'endroit où les gens peuvent se rencontrer. Nous sommes dans un lieu convivial qui est relié à l'église, parce que l'église n'a pas seulement une fonction spirituelle. Mais quand les mines fermeront, quel sera l'avenir du Spitzberg? L'avenir des mines de charbon est remis en cause et le tourisme est l'une des activités que nous comptons développer.
Il faut trouver l'équilibre entre le tourisme et la préservation de la nature au Svalbard. Le Svalbard est une des dernières terres encore vierges en Europe. Commence alors une navigation de découverte et d'émerveillement. Accompagnés dans notre route par un incessant balai d'oiseaux, nous continuons notre progression vers le nord, longeant d'étonnantes côtes entaillées de baies profondes. Baie du Roi, baie de la Croix. Au fond de ces baies, de gigantesques glaciers au front bleuté, hauts de plus de 50 mètres, se jettent majestueusement dans la mer. Après une journée de navigation le long de la côte ouest du Spitzberg, à l'approche des 80 degrés de latitude nord, le Dalmatia se présente à l'entrée de la légendaire baie de la Madeleine. Le traité de 1920, attribuant le Spitzberg à la Norvège, stipule que le pays devait prendre des dispositions pour préserver l'environnement et notamment la faune. Une grande partie de l'archipel est aujourd'hui constituée de parcs et de réserves à la réglementation très stricte, pour la plus grande tranquillité de ses habitants. Pouvant atteindre 2,50 m et peser 350 kg, c'est l'Erignathus barbatus, le phoque barbu. Ce solitaire, dont la durée de vie est d'environ 30 ans, aime à se prélasser au soleil sur son bloc de glace. Peu chassé, le phoque barbu est peu craintif et se laisse approcher. Oui, enfin en principe. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une couche de graisse protectrice naturelle. C'est revêtu d'une combinaison isotherme que l'équipage du Dalmatia a installé un ponton provisoire de débarquement. La protection a l'air efficace, mais enfin, si on allait se réchauffer au bar. Alors le bar Scanditour, c'est le bar le plus au nord du monde, le plus septentrional. Il n'y en a pas d'autre. Après, il n'y a plus rien. C'est le Grand Blanc.
Lagano. How many meters from you guys? We are 8 cables. 8 cables. Lagano. Sur la passerelle règne une atmosphère inhabituelle. Entouré de ses officiers, le commandant, d'ordinaire souriant et affable, semble un peu tendu. Vous sentez que nous approchons de la banquise? Nous sommes à peu près à 3000 de la barrière de glace. Comment le savez-vous? Je l'ai vu sur le radar. Nous sommes loin de la baie de la Madeleine? Nous sommes à peu près à 85 000 de la baie de la Madeleine. Et nous serons alors au point le plus au nord de la croisière? Oui, nous serons à 80 degrés et 32 minutes de latitude nord. Surgissant soudain de la brume, la banquise apparaît. Les passagers se rassemblent à la proue du bateau afin de ne rien rater du spectacle. En cet instant, ce n'est pas l'étonnement ou l'émerveillement qui s'éveille en nous, c'est l'émotion. Le commandant a retrouvé le sourire. Il est heureux. Fier et heureux d'avoir conduit encore une fois son bateau si haut, si loin, jusqu'à la frontière de glace. Devant nous, le pôle Nord est à moins de 900 km. Amundsen, Nobile, les conquérants du pôle. Au début du siècle, le monde vibrait au récit de leurs exploits. Leurs souvenirs planent encore au-dessus des régions arctiques, et notamment à Ny-Ålesund, d'où s'envolaient leurs étonnants dirigeables. Située au bord de la baie du Roi, Ny-Ålesund est aujourd'hui une base scientifique où des chercheurs du monde entier se retrouvent afin de collaborer sur les recherches arctiques. Seul le cri des oiseaux, et notamment des sternes, qui ont transformé la ville en véritable réserve, trouble le silence et le repos de la statue d'Amundsen, érigée en souvenir du vol transpolaire en dirigeable de 1926.
La dernière mine a été abandonnée en 1958 et la locomotive de 1917 n'est là que pour témoigner d'un passé révolu. Le Dalmatia quitte Ny-Ålesund et le Spitzberg et pour la première et dernière fois de la croisière, met véritablement le cap au sud. Chers passagers, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre croisière. Mon équipage et moi-même espérons que vous avez passé un agréable séjour à bord. Et espérons vous accueillir prochainement sur la Dalmatia. Notre voyage se termine par la visite de la magnifique cathédrale de l'Arctique de Tromsø. Mais la bonne parole finale, c'est du sommet de l'observatoire qu'elle nous est délivrée. Tromsø est une des villes au monde les mieux situées pour étudier les aurores boréales. C'est un mode de vie, c'est notre façon de vivre au nord de la Norvège. Avoir la lumière du soleil pendant la nuit, c'est vraiment passionnant. On fait des tas de choses, on va pêcher à 1 h du matin, c'est vraiment bien. Quand vous sortez d'un restaurant à 4 h du matin, il fait jour. Et ceci parce que nous sommes très au nord. Nous vivons au-dessus du cercle polaire et le soleil ne se couche jamais. Il ne cesse de briller, tout le jour et toute la nuit. And all the night.